Dans la nuit noire, le ciel s'illumine. Flamboiement de lumière aux mille étincelles, la beauté de ce paysage ne cesse d'émerveiller ses spectateurs, des plus jeunes aux plus anciens. Chaque détail de l'univers est à la fois une source intarissable de magnificence et un pic de complexité. Il demeure de l'ordre de l'incroyable. L'homme, minuscule particule dans ce vaste océan qu'est l'univers, est depuis toujours en admiration et en quête de compréhension de ce monde qui nous est si proche et en même temps si lointain. Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous partons explorer les confins du cosmos à la recherche des plus grands mystères de l'univers. Avant de partir pour une nouvelle aventure, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci à tous et bon voyage. Même si aujourd'hui nous en savons beaucoup sur le système solaire et le cosmos qui nous entoure, il n'en demeure pas moins que ramené à tout ce qu'il reste à découvrir, cela ne représente qu'une infime parcelle. L'homme est comme un nouveau-né perdu dans un couffin beaucoup trop grand pour lui. Recroquevillé dans un coin de son lit, il trouve le sommeil tout en allant chercher le contact réconfortant du cadre de son petit monde. Les êtres humains, tout comme cet enfant, sont sans cesse en train d'effleurer les bornes de l'univers. L'astronomie est dans ce sens beaucoup plus qu'une science. Elle représente ce qui lie l'homme à son origine et à sa substance même. L'histoire de l'univers est son histoire. Ainsi, depuis que l'homme a conscience de lui-même, son regard s'est tourné vers le ciel. Et depuis des siècles, il va toujours plus loin. Aujourd'hui, nous allons toucher du bout des doigts ce cadre, et même le dépasser. Bien que l'homme n'ait jamais franchi la limite de l'univers observable, la science lui permet de l'apercevoir sous différents angles. À travers une excursion dans l'univers, nous allons partir à la rencontre d'habitants célestes, comme le Soleil, la Lune, Mars, jusqu'au plus loin de la limite observable. Puis nous pousserons les portes de l'au-delà afin de discerner les théories qui envisagent l'univers là où nous ne le percevons pas. L'univers est défini comme l'ensemble de tout ce qui existe, a existé et existera dans le futur. D'un point de vue scientifique, l'univers est appréhendé comme l'ensemble de la matière et de l'énergie distribuées dans l'espace-temps. Mais l'univers, c'est avant tout ce que chacun d'entre nous est capable d'observer. Une immense toile bleue dressée au-dessus de nous, agrémentée d'admirables étoiles scintillantes qui captivent notre regard et piquent notre curiosité depuis la nuit des temps. L'histoire de l'astronomie débute dès la préhistoire, lorsque l'homme lève les yeux au ciel. Les avancées technologiques permettront par la suite de voir plus loin, et les progrès scientifiques de comprendre le monde céleste. Dès l'Antiquité, les hommes ont commencé à construire des monuments afin de chercher à comprendre le ciel. Le plus ancien site découvert à ce jour, le cercle de Göbekli, date de 5000 ans avant notre ère. Ce monument, constitué de 3 cercles concentriques, a été découvert en août 2003. Les 3 ouvertures aménagées dans l'enceinte concordent avec les levées et les couchers du soleil au solstice d'hiver et d'été. Ce site aurait pu servir d'observatoire astronomique à des fins agricoles dans le but de permettre aux agriculteurs de déterminer le calendrier de leurs travaux en fonction du cycle solaire. En moins de 1300 avant Jésus-Christ, les Chinois nommèrent certaines étoiles. 500 ans plus tard, les Babyloniens établirent des catalogues d'étoiles dans lesquels ils enregistrent et archivent leurs observations astronomiques. En 530 avant notre ère, Pythagore, philosophe grec présocratique, soutient l'idée selon laquelle la Lune, le Soleil, les étoiles et les 5 planètes observables à l'œil nu effectuent des révolutions autour de la Terre qui seraient de forme sphérique. Il appuiera également le fait que l'étoile du matin et du soir soit une seule et même étoile. Une centaine d'années plus tard, un autre philosophe grec, Démocrite, amènera l'idée que la Voie lactée est constituée d'un grand nombre d'étoiles. Jusqu'à l'époque du Moyen-Âge, les découvertes se succèdent. La première supernova et la comète de Halley sont observées. Durant cette période,
les Grecs inventent l'astrolabe. Cet instrument astronomique d'observation permet de mesurer la hauteur des étoiles, notamment du Soleil, et sa direction. Une première théorie héliocentrique voit le jour par le mathématicien et astronome grec Aristarque de Samos, basée sur son interprétation des éclipses de lune et de soleil. En l'an 140, l'astronome Georges Ptolémée rédige l'Almageste, un ouvrage antique complet qui rassemble toutes les connaissances astronomiques du moment et qui propose une synthèse du système géocentrique plaçant la Terre au centre de l'univers. En Occident, l'Almageste servira de référence pour comprendre l'univers pendant tout le Moyen-Âge jusqu'à la révolution copernicienne. En 499, l'astronome indien Aryabhata rédige un ouvrage intitulé Aryabhatiya, dans lequel il propose un résumé de ses connaissances en astronomie et en mathématiques. Il expose par ailleurs sa vision d'un monde héliocentrique qui s'explique par la Terre en rotation tournant autour du Soleil. Dans les années 1000, des supernovas restant visibles durant plusieurs années sont observées. En 1440, l'Allemand Nicolas de Cues publie un ouvrage qui passera à l'époque inaperçu et qui pourtant y annonçait des conceptions astronomiques avancées telles que celles qui seront amenées plus tard lors de la révolution copernicienne. Il y aborde également le sujet de l'infinité de l'univers. Au XVe siècle, c'est la révolution copernicienne. L'astronome polonais Nicolas Copernic propose et défend une théorie héliocentrique. Ainsi, la Terre et les autres planètes du système solaire tournent autour du Soleil. Sa vision change radicalement la représentation de l'univers, d'où son nom de révolution. Le système géocentrique de Ptolémée, qui prédominait jusque-là, sera progressivement abandonné. La théorie de Copernic révolutionne les sciences et amène à une autre vision de la place de l'homme dans le cosmos. Au début du XVIIe, la lunette astronomique marque un tournant pour l'astronomie. Désormais, il est possible d'observer le ciel. Galilée découvrit, grâce à sa lunette, les phases de Vénus ainsi que les 4 planètes orbitant autour de Jupiter. Les résultats obtenus grâce aux observations faites avec les lunettes astronomiques mirent définitivement en péril le système proposé par Ptolémée en faveur du système copernicien. En 1619, la découverte d'étoiles binaires orbitant l'une autour de l'autre relance les spéculations qu'il existerait d'autres systèmes planétaires que le nôtre. En 1668, Isaac Newton invente le télescope à miroir. L'astronome et physicien anglais imagine de concentrer la lumière avec un miroir parabolique au métal poli en remplacement de la lentille de verre. Ainsi, la taille apparente des objets observés est agrandie. Newton sera également rendu célèbre grâce à de nombreuses théories, avec entre autres celle de la relativité gravitationnelle. Cette interaction fondamentale détermine la structure à grande échelle de l'univers. La gravitation se manifeste, entre autres par l'attraction terrestre qui nous retient sur Terre, la gravité et la sphéricité du corps des cosmos. La contribution de Newton dans le domaine de l'astronomie est considérable et amène peu à peu à une nouvelle compréhension du cosmos. C'est ainsi qu'arrive le siècle des Lumières. Fort des découvertes accomplies depuis la création des instruments d'optique, cette période se verra marquée par l'envie des hommes cultivés de partager et de débattre sur les découvertes scientifiques. Des ouvrages de vulgarisation scientifique voient alors le jour en grand nombre, faisant du domaine de l'astronomie l'une des sciences naturelles les plus abondamment fournies en écrit. L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert dépeint généreusement le système héliocentrique à travers un ensemble d'écrits documentés, ce qui contribuera à le rendre accessible à toute la société. À la fin des années 1700, Uranus, qui avait jusque-là été classé parmi les étoiles, puis parmi les comètes, fut enfin considéré comme une planète, la première qui sera découverte grâce au télescope. La reconnaissance d'Uranus permet d'étendre les limites du système solaire qui était auparavant plafonné par Saturne. L'époque contemporaine verra encore naître de nombreuses découvertes du fait des avancées des progrès technologiques. Les astronomes découvrent que les étoiles sont des objets très lointains.
et que même le plus proche du système solaire, nommé Proxima du Centaure, se situe à quelques 4 années-lumière de la Terre. L'apparition de la photographie constitue un grand pas en avant en ce qui concerne l'observation détaillée du cosmos. Désormais, grâce à une exposition de plusieurs heures, la luminosité devient suffisante pour faire ressortir des détails. La première photographie de la Lune fut prise en 1840. Le XXe siècle voit ensuite fleurir des théories de l'astrophysique moderne, dont plusieurs seront formulées par Albert Einstein. En 1923, alors qu'il étudiait la galaxie d'Andromède et sa situation en dehors de notre Voie lactée, Edwin Hubble démontra l'existence d'autres galaxies que la nôtre. Peu de temps après, en conséquence à la loi de Hubble, ce dernier formula l'hypothèse de l'expansion de l'univers qui se traduirait par un éloignement des galaxies les unes des autres à grande échelle. Ces données permettront également de comprendre le commencement de l'univers et surtout de lui donner un âge. La période d'après-guerre sera marquée par l'arrivée d'une nouvelle approche, la radioastronomie. Cette branche de l'astronomie traite de l'observation du ciel au moyen de radiofréquences. Cela signifie qu'au lieu d'étudier les étoiles et les planètes par leur lumière, à l'aide de caméras et d'ordinateurs, ce sont les ondes émises qui seront captées afin d'être analysées. Cette étude nécessite un appareil lourd et imposant, le radiotélescope, dont le premier fut mis en service en 1971. La radioastronomie a permis d'appréhender davantage certains domaines comme la structure de notre galaxie, les processus physiques du Soleil ou encore la précision des paramètres cosmologiques de l'univers. Parallèlement, l'exploration spatiale marquée par une forte concurrence entre l'URSS et les États-Unis observe des événements majeurs qui marqueront les avancées en astronomie. Les hommes s'envolent et marchent sur la Lune. Mais aujourd'hui, au-delà de la Lune, c'est désormais le reste du cosmos qui appelle l'homme à sa découverte. À travers des sondes et des navettes spatiales, le cercle de recherche s'élargit. Les investigations sur la constitution de la matière cosmique et les objets éloignés perdurent. La liste des corps transneptuniens au-delà de la ceinture de Kuiper observée ne cesse de s'allonger. Et il est aujourd'hui exclu qu'une forme de vie telle que la nôtre ait pu se développer sur des planètes connues à ce jour. L'immense puzzle de la compréhension de l'univers prend doucement forme, nous amenant à comprendre comment il a pu un jour se former. La majorité des scientifiques s'accordent aujourd'hui sur un modèle cosmologique pour représenter l'origine et la formation de l'univers. Le Big Bang est la théorie selon laquelle une explosion géante survenue il y a entre 10 et 20 milliards d'années aurait créé à la fois l'espace, le temps, la matière et l'énergie de l'univers. Il y a 13,8 milliards d'années, toute la matière de l'univers apparaissait en un seul point lors de cette intense explosion. La matière s'est alors développée à une allure folle et à une température incroyablement élevée, doublant de taille et créant ainsi de l'espace toutes les 10 à 34 secondes. L'énergie ensuite transformée en particules de matière et d'antimatière est pour la plupart détruite, excepté une infime partie dans laquelle vont pouvoir se développer des protons et des neutrons. En quelques minutes, ces derniers fusionnent et forment des noyaux d'hydrogène et d'hélium. 300 000 ans plus tard, ces noyaux capturent des électrons pour former des atomes. L'univers se remplit alors de nuages d'hydrogène et d'hélium. Les photons se déplacent maintenant librement et cela marque le début de l'univers transparent. L'univers continuera d'évoluer. Les boules de gaz que sont les étoiles se formeront, puis les planètes qui tournent autour du Soleil, et enfin la Terre. Une évolution constante qui mènera à l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui. La théorie du Big Bang a été scientifiquement appuyée par la notion d'expansion de l'univers. En cosmologie, l'expansion de l'univers se définit par l'éloignement des galaxies les unes par rapport aux autres. Cet écartement ne se traduit pas par un mouvement, ni par une augmentation de la taille des objets stellaires, mais bien par un gonflement de l'univers. Ainsi, les objets sont amenés à s'éloigner les uns par rapport aux autres.
C'est dans le courant du XXe siècle que la découverte de l'expansion de l'univers a été faite en plusieurs étapes. À cette époque, de nombreux corps pouvaient être observés au télescope. Tous étaient assimilés à des nébuleuses, des amas de gaz et de poussière interstellaires, mais ils comprenaient aussi des galaxies. La nature et la distance de ces nébuleuses interrogeaient alors la communauté scientifique. En 1914, Vesto Slipher, un astronome américain, remarqua que ces fameuses nébuleuses avaient une tendance à l'éloignement par rapport à la Terre. D'après les mesures de vitesse de ces nébuleuses, le scientifique en conclut qu'elles ne devaient pas appartenir à la Voie lactée, puisque leur déplacement trop rapide ne semblait pas lié à la gravité. Il fallait alors déterminer une méthode pour calculer la distance à laquelle se trouvaient ces objets. En 1920, fut alors mis en place le grand débat. Ces réunions scientifiques avaient pour objectif de définir la nature et la distance des nébuleuses, qui finalement s'avéreront être des galaxies. La date la plus célèbre de ce débat s'est tenue le 26 avril. Arlo Shapley et Heber Curtis s'opposèrent alors sur le caractère extragalactique ou non des nébuleuses, en se basant en particulier sur la galaxie d'Andromède. Le premier homme défendait l'idée que l'univers observable ne s'étendait pas au-delà de la Voie lactée, et le second défendait l'idée inverse. Le débat, enrichi des découvertes réalisées par Vesto Slipher quelques années plus tôt, ne trouva cependant aucun aboutissement définitif. 5 années plus tard, la polémique fut close par l'intervention d'Edwin Hubble, un astronome américain qui a permis de très grandes avancées dans la compréhension de la nature de l'univers. Ce dernier put observer, grâce au télescope Hooker, des céphéides ainsi que plusieurs étoiles variables et put en calculer la distance, prouvant ainsi la nature extragalactique de ces objets. Après plusieurs années d'observation, Hubble mit en évidence un lien entre la vitesse de récession et la distance de certaines galaxies, prouvant ainsi l'expansion de l'univers. En 1927, un astronome et physicien belge, prénommé Georges Lemaître, définit un modèle de l'univers selon lequel les galaxies semblent s'éloigner avec une vitesse proportionnelle à leur distance du fait d'une expansion. L'ensemble de ces découvertes, combinées à l'élaboration de la relativité générale par Einstein, sont la preuve de l'expansion de l'univers et du Big Bang. L'expansion de l'univers se manifeste par un éloignement apparent des objets célestes lointains. Néanmoins, le déplacement de la position des corps est trop lent à l'échelle humaine pour que nous puissions le voir. Les scientifiques se sont donc accordés sur l'observation du phénomène de décalage vers le rouge. La longueur d'onde de la lumière émise par les galaxies, appelées spectres, va augmenter du fait de l'expansion et donc se décaler vers le rouge. Ainsi, dans un univers en expansion, plus le décalage vers le rouge est élevé, plus les galaxies se trouvent à des distances éloignées. Il est plus simple d'imaginer le phénomène d'expansion de l'univers avec l'image d'une toile élastique. 2 schémas sont alors possibles. Sur cette toile sont dans un premier temps dessinés des ronds. Lorsque l'on tire sur la toile, celle-ci grandit, et les ronds dessinés voient leur taille grossir également. Dans un deuxième temps, nous allons coller des ronds rigides sur cette même toile. Lorsque l'on tire sur la toile, celle-ci s'agrandit, les objets rigides s'éloignent les uns par rapport aux autres, mais leur taille ne change pas pour autant. C'est ce dernier phénomène qui se produit lors de l'expansion de l'univers. Conséquence des lois de la relativité générale, l'univers est donc soumis à des forces imposées par différentes formes de matière et il ne peut par conséquent demeurer statique. Cependant, en 1998, une nouvelle découverte a secoué la communauté scientifique. Non seulement l'univers est en expansion, mais cette expansion serait en constante accélération. Alors que la théorie initiale du Big Bang prévoyait plutôt un ralentissement de l'expansion, l'étude de l'histoire de l'univers a, à l'inverse, démontré une accélération de son expansion. L'interprétation la plus plausible met en scène l'énergie noire, l'énergie hypothétique qui remplirait tout l'univers et qui fonctionnerait de manière atypique, comme une force gravitationnelle repoussante due à sa pression négative. Cette découverte remet en cause les précédents destins qui avaient été imaginés pour l'univers. Tapis sur notre planète, l'univers qui nous entoure semble lointain et infini. Et pourtant, il nous est maintenant accessible grâce à l'avancée de la science et aux explorations qui ont pu être réalisées dans l'espace. Une description détaillée de l'univers est maintenant possible, du moins jusqu'à la limite de l'observable.
Le système planétaire dans lequel nous évoluons est le système solaire. Il fait partie de la galaxie nommée Voie lactée et est situé dans le bras d'Orion, une région de formation d'étoiles. Le système solaire se compose d'une étoile, le Soleil, et de différents objets célestes gravitant autour de lui. Parmi eux, 8 planètes accompagnées de leurs quelques centaines de satellites connus, 5 planètes naines et des milliards de petits objets. Durant la majeure partie de l'histoire, l'homme ne connaît pas le concept de système planétaire. Pour lui, la Terre est immobile au centre de l'univers et unique en son genre. Plus tard, afin d'expliquer l'alternance du jour et de la nuit, les savants penseront que le Soleil tourne autour de la Terre. Les planètes les plus proches de la Terre, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, sont quant à elles connues depuis la préhistoire puisque les hommes pouvaient les observer à l'œil nu. Dès le XVIIe siècle, grâce à la lunette astronomique et plus tard au télescope, les astronomes peuvent enfin observer le système solaire en tant que tel. Galilée sera parmi les premiers à constater des détails d'autres objets, tels que les cratères de la Lune, grâce à sa lunette. Ces observations novatrices légitimeront l'idée du modèle héliocentrique avancé par Nicolas Copernic. La physique, l'astronomie et la cosmologie permettront de grandes avancées et permettront de mieux comprendre le système solaire. En 1755, une hypothèse avancée par Emmanuel Kant et Pierre-Simon de Laplace explique que le système solaire se serait formé à partir de la nébuleuse solaire, un nuage de gaz, il y a 4,6 milliards d'années. Pour se représenter le système solaire concrètement, imaginons en premier lieu l'étoile, le Soleil brûlant comme point de départ. Étoile centrale de notre système planétaire, c'est autour du Soleil que gravitent les 8 planètes, 5 planètes naines et les millions d'astéroïdes que nous connaissons aujourd'hui. Composé à 75% d'hydrogène et 25% d'hélium, le Soleil est l'objet le plus lourd du système solaire, représentant 99,8% de sa masse totale. De par sa composition et les conditions extrêmes qui y règnent en son cœur, cette étoile s'apparente parfaitement à une boule de feu, comme le définissait si bien Anaxagore de Clazoménès, un philosophe grec du 5e siècle avant Jésus-Christ. Le Soleil s'est formé il y a 4,6 milliards d'années. D'après l'hypothèse de la nébuleuse solaire, un gigantesque nuage moléculaire, effectuant des rotations sur lui-même, aurait été perturbé en raison de l'explosion d'une supernova massive. Des petits amas, habituellement en rotation, se seraient alors effondrés, donnant ainsi naissance à un disque de gaz à l'intérieur duquel des étoiles ont pris forme. Au sein de cette pouponnière d'étoiles, notre Soleil paraissait. Le Soleil en est à la moitié de sa vie. Lorsque toutes ses réserves d'hydrogène auront été consommées, il changera irrémédiablement de structure et entrera dans la phase de géante rouge. Devenant plus grand, il absorbera Mercure, Vénus et la Terre. La température à sa surface diminuera et sa couleur virera progressivement au rouge. En manque d'hydrogène, son processus nucléaire continuera alors avec l'hélium qu'il a accumulé dans son cœur durant des milliards d'années. Au fil du temps, il deviendra une naine blanche jusqu'à se refroidir complètement et s'éteindre plusieurs milliards d'années plus tard. C'est sous la forme de lumière que le Soleil nous apporte l'énergie nécessaire pour maintenir notre planète et simultanément la vie. Sans Soleil, la Terre se refroidirait jusqu'à moins 270 degrés. Toute notre atmosphère formerait une couche de glace à la surface de la planète et il nous serait impossible de respirer. Le Soleil a également le rôle de maintenir en orbite la Terre qui, sans son étoile, s'élèverait dans l'univers et pourrait bien entrer en collision avec d'autres objets stellaires. Au plus proche du Soleil se trouve Mercure. Cette dernière est difficilement observable du fait de sa proximité avec le Soleil. Il y fait très chaud, jusqu'à 430 degrés sur sa face ensoleillée, et la température peut chuter jusqu'à moins 180 degrés à l'ombre. Vénus, qui arrive ensuite, est connue comme l'astre le plus brillant de notre système solaire, après le Soleil et la Lune. Elle est communément appelée l'étoile du Berger. La chaleur y est intense et l'activité volcanique très présente. Cette planète a longtemps été considérée comme la plus semblable à la Terre, car leur composition chimique et leur densité sont proches et qu'elles font à peu près la même taille. Maintenant, nous quittons Vénus pour arriver à notre chère planète Terre.
celle qui abrite l'homme et qui a permis l'apparition et l'évolution de la vie. L'âge de la Terre est estimé à 4,54 milliards d'années. Sa surface, relativement jeune, se décompose en différentes plaques tectoniques. L'atmosphère terrestre est composée principalement d'azote et d'oxygène, ainsi que de quelques traces de gaz moins abondants, comme l'argon et le dioxyde de carbone. Il s'agit aujourd'hui de la seule planète connue dans l'univers qui ait réuni les conditions optimales pour l'apparition de la vie, des êtres vivants et d'une forme d'intelligence. Son unique satellite, la Lune, orbite à environ 300 000 km. Attardons-nous un moment sur cette dernière que nous observons déjà si bien, sans avoir besoin du moindre instrument d'optique. Un satellite naturel se définit comme un astre qui orbite autour d'un autre objet plus grand que lui-même, une planète ou une planète naine. Les satellites peuvent se former au même moment que la planète autour de laquelle ils orbitent, ou peuvent être des astres capturés par ces dernières, ou encore avoir été créés par une collision entre un astre et la planète. L'hypothèse qui prédomine pour expliquer la formation de la Lune est celle de l'impact géant. Une collision entre Theia, une protoplanète semblable à Mars, et la prototerre aurait disloqué et projeté une grande quantité de débris autour de la Terre. L'agglomération d'une partie de ces débris aurait ainsi formé la Lune en un siècle environ. La Lune est aujourd'hui un satellite que nous connaissons maintenant plutôt bien, puisqu'elle a été la destination de nombreuses explorations spatiales. Seulement 3 jours de voyage sont nécessaires depuis la Terre pour l'atteindre. L'intérêt de son exploration a été motivé par la course à l'espace entre les années 57 et 1975. En plein climat de guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique se sont livrés à une compétition effrénée avec comme objectif la conquête de la Lune. Ainsi, un premier survol de la Lune sera réalisé en 1959, puis 10 années plus tard, le premier homme posera un pied sur sa surface. Aujourd'hui analysé par plus d'une centaine de robots et visité par 12 humains, l'homme commence à la connaître. La Lune fait un tiers de la taille de notre planète et représente un peu plus de 1% de la masse de celle-ci. Son nom Lune vient du latin luna, qui se réfère à la lumière et à la brillance. Sur sa surface, on observe de grands écarts de température. Certains de ces cratères, plongés en permanence dans l'ombre, peuvent atteindre les moins 248 degrés, alors qu'à d'autres endroits, la température s'élève à 123 degrés. La surface de la Lune est recouverte de cratères, de débris de comètes et d'astéroïdes, d'impacts de météorites et de poussière. Les reliefs les plus considérables peuvent même être observés à l'œil nu ou à l'aide de jumelles. Certaines parties plus sombres sont appelées mers noires, mais il ne s'agit en vérité pas de mers, mais de cratères d'impact dans lesquels de la lave aurait coulé. De nombreux volcans habillent sa surface, et bien qu'ils aient certainement été en activité par le passé, ils sont désormais tous en sommeil. L'atmosphère de la Lune, l'exosphère, ne permet pas à l'homme de respirer. Elle est en rotation sur elle-même et tourne autour de la Terre. Elle observe également des phases de jour et de nuit, mais ces dernières durent beaucoup plus longtemps, puisqu'un jour et une nuit sur la Lune équivalent à 15 jours terrestres chacun. Malgré le sommeil de son activité volcanique, la Lune n'est, géologiquement parlant, pas morte, puisque des tremblements ont pu être enregistrés. Si la Lune n'était pas là, la rotation de la Terre serait perturbée et le climat complètement déstabilisé. Les marées seraient également plus faibles et les nuits plus sombres, ce qui aurait des conséquences considérables sur l'équilibre de la vie. À court et moyen terme, les conséquences d'une vie sans la Lune seraient fâcheuses, mais pas désastreuses. Cependant, sur le long terme, c'est l'habitabilité de la Terre qui serait entièrement remise en cause. Mars. Planète connue depuis la préhistoire, est la 4e et dernière planète tellurique située à 227 millions de kilomètres du Soleil. Son surnom de planète rouge lui a été conféré car, visible à l'œil nu, on peut lui attribuer une légère couleur rouge orangée. Les récentes explorations ont par ailleurs confirmé que cette couleur était la conséquence de l'oxydation des minéraux de fer dans son sol. Son atmosphère est composée de gaz, d'azote et d'argon.
Sa pression au sol est 1000 fois plus faible que sur Terre. Dessinée de hauts plateaux, elle offre un paysage complexe et varié où culminent des volcans de 20 km de hauteur et 400 km de diamètre. Elle abrite par ailleurs l'Olympus Mons, la plus haute montagne du système solaire, haut de 22,5 km et large de 648 km. Se trouve également à sa surface une immense faille, Valles Marineris, qui s'étend sur 2500 km. De l'eau aurait autrefois coulé sur Mars puisque sur certaines photographies, il semblerait qu'il y ait comme des lits de rivières ainsi que leurs affluents. Mars est majoritairement constitué de roches et de métal. Sa température moyenne se situe aux alentours de moins 63 degrés. Légèrement inclinée sur son axe, Mars est soumise aux saisons. Durant ses étés très chauds, elle s'élèvera à 30 degrés. Mais ses températures basses afficheront moins 140, ce qui en fait tout de même aujourd'hui une planète froide, même s'il est possible que par le passé, elle eût été plus chaude et humide et ait eu des réservoirs d'eau liquide. Malgré la présence discrète de nuages, il n'y a pas de précipitations. Sa surface s'apparente à un grand désert froid avec un paysage composé de calottes glaciaires, de volcans et de canyons. Certaines zones font penser à la présence passée de lacs. L'air n'est pas respirable pour l'homme du fait de la trop faible présence d'oxygène dans son atmosphère. C'est par ailleurs une des difficultés des missions spatiales envisagées sur Mars, puisqu'elle nécessiterait un système pour alimenter tout un équipage en oxygène durant une longue période. Persévérance a, en ce sens, effectué une grande avancée, puisqu'il a réussi à produire de l'oxygène à partir du dioxyde de carbone présent sur la planète rouge. Mars se trouve aujourd'hui au cœur des projets de l'exploration spatiale. La principale raison, sa relative ressemblance avec la Terre et sa proximité. Cette planète semble être un territoire à coloniser, et pourquoi pas pour s'y installer. Sa période de rotation et sa taille sont assez similaires à celles de la Terre. Mars est en effet 1,9 fois plus petite que notre planète. Les scientifiques considèrent qu'il y a 3,5 milliards d'années, Mars aurait eu les conditions favorables à l'apparition et à l'évolution de la vie. Avant qu'elle ne subisse un violent changement climatique, Mars était plus chaude qu'aujourd'hui et son atmosphère plus épaisse. C'est aussi l'explication de ce brutal changement qui interroge l'homme. Comment une planète qui était favorable à la vie est-elle devenue si hostile ? La durée du voyage entre Mars et la Terre dépend de leur position et de leur orbite à chacune, mais elle pourrait être au plus court de 260 jours, soit plus de 8 mois. Des rovers et des sondes spatiales en orbite arpentent la planète afin de la découvrir toujours un peu plus, jusqu'à ce que peut-être un jour, on pourra réaliser la première mission habitée. Avant d'atteindre la prochaine planète, Jupiter, se trouve une ceinture d'astéroïdes. Vestige de la formation des planètes telluriques, de la taille d'un grain de poussière au corps de quelques centaines de kilomètres, ces milliards d'orbites rocheux, tous distincts les uns des autres, se disposent en arc entre Mars et Jupiter. Au-delà de cette ceinture, les 4 planètes présentes sont définies comme gazeuses. Ces dernières n'ont pas de surface solide puisqu'elles sont composées principalement d'hydrogène et d'hélium. Elles sont de taille beaucoup plus imposante que les planètes telluriques et représentent même à elles seules 99% de la masse en orbite autour du Soleil. Nous débarquons maintenant sur la planète Jupiter, 4e objet le plus clair visuellement dans le ciel après le Soleil, la Lune et Vénus. C'est la plus grande de toutes les planètes. Distante en moyenne de 778 millions de kilomètres du Soleil, il faut 43 minutes à la lumière de l'étoile pour l'atteindre. Principalement formée de gaz et de liquide en mouvement, les conditions semblent particulièrement défavorables au développement de tout type d'organismes vivants. Non loin de Jupiter, se tient la 2e plus grosse planète du système solaire, Saturne. Rendue en partie célèbre par ses anneaux glacés et rocheux, cette planète gazeuse est une des favorites des scientifiques. Située à une moyenne de 1,43 milliard de kilomètres du Soleil, elle reçoit sa lumière en 1 heure et 19 minutes. Voyager sur Saturne est envisageable à long, voire très long terme. En effet, la mission Cassini-Huygens, menée par la NASA, a pu placer une sonde en orbite autour de Saturne après 2664 jours de voyage, soit 7 années. D'une taille 9 fois plus grande que la Terre, elle a cependant une densité plus faible que l'eau,
Concrètement, si Saturne était plongée dans une immense baignoire remplie d'eau, elle flotterait. Également observable à l'œil nu, elle a pu être découverte et observée dès l'Antiquité. Comme Jupiter, son corps est essentiellement composé de gaz et de liquide, ce qui la rend impraticable à la moindre exploration concrète. La sonde spatiale de la mission Cassini-Huygens en a d'ailleurs fait les frais en terminant fatalement son voyage pour plonger dans l'atmosphère de Saturne. Plus une planète est éloignée du Soleil, plus il y fait froid, et Saturne ne dénote pas à la règle avec une température moyenne de moins 140 degrés. Revenons maintenant sur ces spectaculaires anneaux qui la rendent extraordinaire par rapport aux autres planètes du système solaire, les anneaux planétaires. Plusieurs planètes possèdent des anneaux, Jupiter, Uranus, Neptune, mais ce sont ceux de Saturne qui ont été découverts les premiers et qui restent les plus conséquents. En 1610, Galilée, en observant Saturne pour la première fois, l'a définie comme une planète accompagnée de 2 satellites. 2 ans plus tard, avec une amélioration de ses outils d'observation, il qualifiera cette fois les anneaux tels de 2 demi-ellipses. 4 décennies plus tard, Christian Huygens, astronome et physicien, décrit un astre entouré, non pas de satellites, mais bien d'anneaux. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, les découvertes s'enchaînent pour aboutir à l'existence de plusieurs anneaux constitués de petites particules. La présence d'anneaux autour des autres planètes est assez récente, puisque ceux d'Uranus seront confirmés en 1977, ceux de Jupiter en 1979 et ceux de Neptune en 1984. Nous savons maintenant que les anneaux planétaires sont constitués majoritairement de poussière et de petites particules qui prennent une forme d'anneau plat et entourent une planète naine, un petit corps ou même un satellite naturel. Des hypothèses sur l'origine de la formation des anneaux planétaires sont formulées, mais aucune n'est encore approuvée. En ce qui concerne les anneaux de Saturne, ils se seraient formés à partir de corps provenant de la ceinture de Kuiper, essentiellement brisés par les forces d'attraction de la planète. Saturne possède 7 anneaux principaux, un très large anneau externe nommé anneau de Phébé et une multitude d'annelets. L'anneau de Phébé est doté d'un diamètre de 12 millions de kilomètres. S'il était visible à l'œil nu, sa taille serait égale à celle de 2 fois une pleine lune. Les anneaux de Saturne réfléchissent 60% de la lumière du Soleil. Une étude réalisée en 2018 a mis en évidence que les anneaux de Saturne auront disparu d'ici 292 millions d'années et qu'ils devaient certainement être encore plus grandioses à leur origine. À présent, cap sur Uranus et Neptune. Pratiquement invisible à l'œil nu, car n'ayant qu'un très faible écart, Uranus a seulement été découverte à l'époque moderne. Elle est considérée, avec Neptune, comme une planète géante de glace, car elle est composée de volatiles tels que l'eau, le méthane et l'ammoniac, des matériaux appelés glaces en astrophysique, quel que soit leur état. Alors que le mouvement de la plupart des planètes s'apparente à des toupies, cela est dû à son axe de rotation qui est incliné de 80% par rapport à son orbite, particularité qui a dû se forger dès la formation du système solaire. Sa voisine, 1627 millions de kilomètres plus loin Neptune, deuxième planète géante glacée, a quant à elle été découverte grâce à des calculs mathématiques. Le mathématicien Jean-Joseph Urbain Le Verrier a déduit son existence alors qu'il cherchait à comprendre des anomalies de mouvement observées sur Uranus. La composition de Neptune est proche de celle d'Uranus. Elle doit sa couleur bleue à l'absorption de la lumière rouge par le méthane présent dans son atmosphère. 4 fois plus grande que la Terre, elle est également 17 fois plus lourde. Les vents de Neptune, les plus rapides du système solaire, peuvent aller jusqu'à plus de 2000 km/h. Mais alors, où s'arrête le système solaire ? Les scientifiques définissent la limite du système dès lors où le vent solaire du Soleil, flux de plasma constitué d'ions et d'électrons, est stoppé par le milieu interstellaire. En astronomie, on appelle ce phénomène l'héliopause. Des données collectées par Voyager 1 auraient indiqué que l'espace interstellaire aurait été atteint à une distance de 19 milliards de kilomètres de la Terre. Pourtant, l'aventure continue après le système solaire.
Les astronomes sont désormais en mesure d'observer des objets de plus en plus loin dans l'espace. Grâce aux télescopes les plus perfectionnés, des étoiles ayant voyagé depuis des dizaines de milliards d'années ont pu être découvertes. C'est le cas de la galaxie GN-Z11 et de l'étoile Icare. À l'extrémité de l'univers observable, une petite galaxie luit. Un petit groupe d'étoiles dénommé GN-Z11, situé dans la constellation de la Grande Ourse, est depuis mars 2016 la plus lointaine et la plus ancienne galaxie observée. Son nom peu commun est un dérivé de sa localisation. Cette galaxie s'est formée il y a 13,4 milliards d'années. Il s'agit là de remonter quasiment 97% du temps d'existence de l'univers. Cela ne signifie pas pour autant que la galaxie se trouve à autant d'années-lumière de nous. Puisque l'univers s'étend, elle se situe par conséquent bien au-delà. Les scientifiques estiment sa position aux alentours de 32 milliards d'années-lumière. C'est à travers l'œil du télescope spatial Hubble que la rencontre a pu avoir lieu. GN-Z11 est 25 fois plus petite que notre galaxie la Voie lactée, avec une masse 100 fois plus faible. Sa forte luminosité s'explique par son importante formation d'étoiles. En effet, elle génère des étoiles bien plus rapidement que notre galaxie. Ces étoiles très chaudes et massives rappellent les étoiles qui demeuraient au début de l'univers. Icare est le nom donné à l'étoile la plus lointaine jamais observée. Bien plus grande et bien plus brillante que notre Soleil, il a fallu 9 milliards d'années pour que sa lumière atteigne la Terre. Elle nous est apparue alors que l'univers en était à 30% de son âge. La découverte a également été possible grâce au télescope spatial Hubble en 2018. Alors que des scientifiques observaient une supernova lointaine, ils ont découvert une source lumineuse qui était apparue de plus en plus forte entre 2013 et 2016. L'étoile Icare doit sa découverte au phénomène de l'antigravitationnel. Un amas de galaxies, se situant entre l'observateur et la source lumineuse, a donné lieu à une amplification des faibles lueurs de l'étoile. Cet amas, en question, situé à 5 milliards d'années-lumière de la Terre, a permis d'augmenter jusqu'à 2000 fois la luminosité d'Icare, la rendant ainsi visible au télescope. L'étoile, située à 9 milliards d'années-lumière, détient le nouveau record de l'étoile la plus distante jamais observée à ce jour. Grâce à leurs observations, les astrophysiciens en savent désormais un peu plus sur cet astre. Icare est une géante bleue, ce qui définit une étoile très chaude, brillante et surtout très massive de couleur bleue. Elle fait environ 16 fois la masse du Soleil et a une courte durée de vie. C'est la première fois que la lentille gravitationnelle permet d'observer une étoile isolée. Cela ouvre de réelles perspectives en ce qui concerne l'étude de l'univers lointain. Icare servira désormais de point de référence aux astronomes pour étudier l'évolution des astres et la nature même des premières générations d'étoiles. Grâce à cette découverte, ils cherchent également à vérifier des hypothèses concernant la matière noire, cette matière insaisissable dont l'univers serait en grande partie composé. En effet, en différenciant les sursauts dus aux astres de ceux dus au corps massif, les chercheurs seraient en mesure de développer des hypothèses sur la composition de cette matière encore bien mystérieuse. Après avoir atteint la limite de l'univers observable, entrons maintenant dans le monde mystérieux des théories relatant de l'univers non observable. Au-delà de tout ce que la lumière nous renvoie, et dont l'homme a connaissance, une question subsiste. L'univers est-il fini? A-t-il une limite? Si l'homme avait la capacité de marcher à l'infini, se retrouverait-il un jour face à un mur? La notion d'infini intervient dès lors que nous cherchons à qualifier quelque chose qui n'a pas de borne, pas de limite, ni de frontières, que ce soit dans son nombre ou dans sa taille. Aussi bien abordé en mathématiques qu'en philosophie, en métaphysique ou encore en théologie, l'infini a fortement marqué l'histoire, impliquant à chaque découverte une évolution radicale des perspectives. Tandis que l'homme, un être limité et fini, évolue sur une planète elle aussi limitée et finie, il se rend compte que l'univers dans lequel il évolue semble quant à lui infiniment grand. Mais comment peut-on parler d'infini dans la réalité physique de la nature? À l'heure actuelle, aucune donnée scientifique ne permet d'affirmer de manière absolue si l'univers est fini ou infini. Seules les théories sont là pour tenter de se projeter dans une description de l'univers afin de comprendre au mieux son histoire, son fonctionnement et éventuellement son avenir. Le caractère fini ou infini de l'univers est intimement lié à sa géométrie. Vraisemblablement, dans l'hypothèse d'un univers fermé, celui-ci aurait alors la forme d'une sphère. Cette géométrie implique un espace fini, mais sans fin. De même,
nous pourrions marcher sans nous arrêter autour de la Terre, elle aussi sphérique. Un univers fermé impliquerait qu'il ait un bord, une frontière, et l'univers aurait alors une masse suffisante pour que l'expansion s'arrête un jour. L'univers pourrait également être plat, sans limite, supposant une expansion à l'infini. Et la troisième forme, la plus admise par la communauté scientifique à l'heure d'aujourd'hui, semblerait aller dans le sens d'un univers plat à grande échelle. L'étude du fond cosmologique n'a observé aucune répétition, mais des anomalies, ce qui impliquerait que l'univers, bien qu'il soit plat, est une forme complexe ou chiffonnée. L'idée de l'univers plat est compatible avec la notion d'univers infini. Il suffit d'observer le ciel à l'œil nu afin de se confronter à l'immensité sans bornes de l'espace. Mais à l'aide de progrès de la technologie et de la science, jusqu'où l'homme peut-il se frayer un chemin dans les étoiles? Lorsque les scientifiques observent loin dans l'espace, c'est comme s'ils regardaient loin dans le passé, puisque la vitesse de la lumière n'est pas infinie. L'association de la vitesse finie de la lumière à l'âge fini de l'univers détermine une limite infranchissable au-delà de laquelle rien n'est visible pour l'homme, c'est l'horizon cosmologique. La lumière a besoin de temps pour nous atteindre, mais l'univers étant âgé de 13,8 milliards d'années, le temps de trajet possible n'est, par conséquent, pas infini. Cela signifie qu'une galaxie située à 18 milliards d'années-lumière de nous se trouve au-delà de notre horizon cosmologique, tout comme l'océan continue au-delà de ce que voient les marins observant l'horizon depuis la vigie d'un bateau. L'univers existe au-delà de l'horizon cosmologique. Nous ne le voyons simplement pas, d'où son appellation d'univers invisible ou non observable. La position de l'horizon cosmologique est étroitement liée à l'expansion de l'univers. Effectivement, un photon émis par un objet situé à 13,8 milliards d'années-lumière de la Terre pourrait être perçu si l'univers ne bougeait pas. Cependant, du fait de l'expansion de celui-ci, l'objet en question ayant émis le photon s'est éloigné durant la durée du voyage de sa lumière. Il sera au final situé à plus de 13,8 milliards d'années-lumière de nous. C'est ainsi que des objets disparaissent progressivement de notre champ de vision cosmologique. Tels des marques à la surface d'un ballon gonflé, les corps constituant l'univers s'éloignent les uns des autres jusqu'à passer la frontière de l'horizon cosmologique et disparaître de notre vue. Leur lumière ne nous parvenant plus, puisqu'elle s'éloigne trop vite de nous. Engloutie dans l'univers non observable, la suite devient alors un sujet d'étude et de recherche captivant et fascinant, puisque ce n'est pas parce qu'elles sont invisibles qu'elles n'existent plus. Mais que renferme alors cette partie de l'univers invisible? Avant de savoir que 8 planètes tournaient en orbite autour du Soleil, nous pensions qu'il n'existait que la Terre. Avant de savoir que la Voie lactée comptait des centaines de milliards de soleils, nous pensions qu'il était unique. Avant de découvrir que l'univers observable comptait plusieurs milliards de galaxies, nous pensions que la Voie lactée était la seule. Alors que l'homme est aujourd'hui dans l'impossibilité de visiter les limites de l'univers observable, bon nombre de scientifiques élaborent des théories sur ce qui pourrait se trouver au-delà. Parmi elles, l'existence d'une multitude d'univers, plus communément appelés multiverses, prend de l'ampleur. Le multivers désigne l'ensemble de tous les univers possibles et suppose par conséquent qu'au-delà de l'univers observable, il pourrait exister d'autres univers. L'espace et le temps ne seraient alors plus notre unique réalité. Le concept de multivers est fréquemment utilisé au cinéma dans les films de science-fiction sous l'appellation d'univers multiples. L'idée de multivers n'est pas récente. Elle a été pour la première fois évoquée par Anaximandre, un philosophe et savant grec au VIe siècle avant Jésus-Christ. C'est au travers du concept d'apeiron, qui signifie littéralement illimité, qu'Anaximandre pense une abondance de mondes successifs infinis qui naissent et se forment. Des siècles plus tard, en 1584, Giordano Bruno, célèbre philosophe napolitain, dresse à travers son ouvrage « L'infini, l'univers et les mondes » le portrait d'un univers infini dépourvu de centre se composant d'une multitude de mondes chacun centré sur leur propre étoile et qui ne seraient visibles et accessibles que par leurs propres habitants. Au début du XVIIIe, la pensée s'influence de la religion. Le philosophe Leibniz développe une théorie de plusieurs mondes possibles créés par Dieu, parmi lesquels il aurait choisi le meilleur, le nôtre. Les recherches scientifiques vont ensuite reprendre le dessus, et 3 siècles plus tard, Hugh Everett développera la théorie des mondes multiples. Cette dernière suppose que notre univers coexiste avec de nombreux autres qui se séparent en permanence en univers différents et inaccessibles entre eux. En 2014,
Max Tegmark, un cosmologiste suédois, publie son ouvrage « Notre univers mathématique ». À travers, il expose une théorie du tout dont l'hypothèse est que tout objet mathématique a une existence physique. Max Tegmark a élaboré une classification du multivers en différents niveaux, dont le nôtre serait une infime partie. Le multivers de niveau 1 copie de notre monde au-delà de l'horizon cosmique. Le premier niveau de multivers émane de la théorie de la relativité générale d'Einstein. L'idée de la relativité générale décrit l'influence de la présence de matière sur l'activité des étoiles. Einstein suppose un univers plat et infini. Mais la vitesse de la lumière étant infinie, nous ne pouvons observer qu'une partie du cosmos. Par conséquent, au-delà de l'horizon cosmique, cette théorie laisse penser que d'autres mondes existent, des mondes soumis aux mêmes lois physiques que les nôtres, des versions d'univers exactement identiques aux nôtres, même en ce qui concerne ses habitants. Cette théorie suggère donc qu'au-delà de l'horizon cosmique, un autre vous serait sur la Terre d'un autre univers à cet instant précis, en train de regarder cette même vidéo. Avez-vous une chance de pouvoir un jour rencontrer ce double ? Non, il est improbable qu'un tel face-à-face se réalise, puisque ce double en question se situe à plusieurs milliards de kilomètres de vous. Cette théorie traduit le modèle cosmologiste le plus aisé et le plus populaire, à savoir un espace non courbé et non borné, impliquant une distribution de matière régulière. Le multivers de niveau 2, l'inflation cosmique et les bulles. Cette théorie est la plus acceptée par la communauté scientifique, puisqu'elle se rapproche le plus de la description que nous avons aujourd'hui de la naissance de notre univers. Dans ce modèle de multivers, appelé inflation cosmique, l'espace aurait subi une phase très rapide d'expansion accélérée au tout début de l'existence de l'univers observable. Cette dilatation de l'espace s'est ensuite arrêtée, formant l'univers dans lequel nous vivons, mais elle a continué ailleurs, laissant derrière elle d'autres espaces similaires à notre univers régis par des lois physiques différentes. L'univers aurait alors la forme d'une multitude de bulles reliées entre elles et émergeant à la suite de phases inflationnaires. Si une bulle univers venait à se rétracter et à mourir, il s'en créerait d'autres soumises à des lois différentes. C'est le principe de l'inflation éternelle. Le multivers qui apparaît sous l'inflation cosmique suppose que chaque univers qui se forme possède ses propres lois. Il y aurait donc une multitude de réalités, qu'elles soient vivables ou hostiles. Certains scientifiques relient ce modèle de l'inflation éternelle à celui de la théorie des cordes. Cette conjugaison aboutit à un modèle de multivers particulièrement riche et fécond. Les univers ainsi formés auraient chacun une structure physique indépendante, donnant lieu à une diversité des lois et des faits. Ainsi, peut-être que le vous de l'autre Terre, de l'autre univers, ne se trouve pas en train de regarder cette vidéo, mais plutôt est-il en train de se promener en montagne. Le multivers de niveau 3, les mondes multiples ou univers parallèles. Ce type de multivers est le plus connu du grand public, car c'est celui qui inspire les films de science-fiction relatant d'univers parallèles. Il est fondé à partir de la théorie rivale de celle des cordes, à savoir la gravité quantique. D'après ce modèle, le centre des trous noirs disséminés dans l'univers serait l'objet d'un phénomène étonnant qui inverse le sens de la gravité. Le trou noir se définit par un creux profond à travers lequel la lumière ne peut pas passer. Ce trou dans l'espace-temps se forme lorsqu'un astre s'effondre en dessous du rayon de Schwarzschild, ce qui implique que tous les photons ont des trajectoires elliptiques et ne peuvent par conséquent pas s'échapper. Le schéma dominant de la cosmologie prévoit que la matière s'effondre sur elle-même. Mais étonnamment, lorsqu'elle se retrouve piégée au centre des trous noirs, celle-ci ne se contracte que pour mieux rebondir et se répandre à nouveau. La gravité quantique à boucle décrit alors un multivers combiné dans lequel chaque trou noir donne naissance à un univers neuf. Comme dans le modèle de multivers de niveau 2, cette apparition massive de nouveaux univers entraînerait des fluctuations quantiques qui pourraient altérer les lois et les constantes physiques. Le multivers de niveau 4, régi par différentes structures mathématiques. Ce dernier niveau, recensé par Max Tegmark, regroupe les univers parallèles régis par d'autres structures mathématiques que nous pouvons admettre, mais que nous n'observons pas comme des réalités physiques dans notre univers. Il ne s'agit pas seulement de manifestations différentes de règles fondamentales, mais bien des règles elles-mêmes qui sont fondamentalement distinctes. Max Tegmark n'a pas été le seul à se projeter dans l'univers non observable. Hugh Everett est un physicien et mathématicien américain né en 1930.
Également nommé interprétation d'Everett, il est devenu célèbre grâce à sa théorie des mondes multiples. Alors qu'un système normal évolue de façon déterministe et qu'il ne pose aucune difficulté à le mesurer, le système quantique, quant à lui, évoluera également de manière déterministe, mais sa mesure donnera des résultats aléatoires. Ce problème se nomme problème de la mesure quantique. L'interprétation d'Everett est que les univers se divisent. Par conséquent, ce qui n'est pas vrai ici le sera dans un autre. Notre monde serait donc uniquement le résultat des probabilités au niveau des particules élémentaires. Imaginons un instant les probabilités du jeu de lancer des pièces, comme pile ou face. Une pièce est jetée en l'air. À ce moment-là, les deux possibilités pile et face ont les mêmes chances. Si elle tombe sur face, cela signifie que la probabilité qu'elle tombe sur pile a échoué. Dans un autre monde, la pièce tombe sur pile et au même moment, les deux mondes se séparent. L'interprétation d'Everett est basée sur le principe de l'action et de la réaction. Un autre physicien ayant œuvré à développer des théories en faveur de l'existence d'univers parallèles est Andrei Linde. Ce scientifique russe de 74 ans a, en 1982, sous l'influence de divers travaux concernant l'inflation cosmique, proposé un phénomène d'inflation éternelle. Ainsi, cette inflation cosmique se stopperait dans certaines zones de l'univers et perdurerait dans d'autres. Lorsque l'inflation prend fin, les zones se refermeraient sous forme de sphères, donnant ainsi naissance à des bulles d'univers. Les caractéristiques des multivers sont qu'ils ne se rencontrent jamais. Lorsque l'inflation s'arrête, un nouvel univers apparaît. Néanmoins, autour de chaque univers, l'inflation continue et l'expansion se poursuit, éloignant ainsi les univers les uns des autres à une vitesse bien plus rapide que la vitesse d'expansion interne des univers. Les univers sont tels des bulles d'air dans une eau qui se dilatent bien plus vite que les bulles ne se dilatent elles-mêmes. Les bulles ne se rencontreront donc jamais, et les différents univers non plus. Malgré toutes les recherches et les théories vraisemblablement plausibles de l'existence d'univers multiples, les chances de pouvoir un jour observer, mesurer et visiter un monde parallèle sont quasi nulles. Une semaine avant son décès, Stephen Hawking a tenté de démontrer l'existence des multivers dans un article « A Smooth Exit from Eternal Inflation », traduit « Une sortie en douceur de l'inflation éternelle », écrite en collaboration avec Thomas Hertog, un cosmologiste belge, les deux scientifiques y dévoilent leurs réflexions sur la nature de l'univers et la théorie des multivers en remettant en question l'inflation éternelle et en suggérant une hypothèse moins complexe. Pour les deux scientifiques, le multivers serait un ensemble d'univers plus maniables qui se ressemblent tous. De plus, selon eux, si d'autres univers sont apparus en même temps que le nôtre au moment du Big Bang, ces derniers ont dû laisser des traces. C'est ainsi que Hawking et Hertog ont développé des formules mathématiques dans le but de détecter d'éventuelles radiations d'autres univers. Le travail des deux scientifiques avait pour objectif de transformer l'idée d'un multivers en un cadre scientifique possiblement expérimentable. Des traces d'autres univers ont-elles été découvertes depuis ? Non. Une fausse alerte a été sonnée en 2020 lorsque la NASA avait cru trouver un univers parallèle. Mais il s'agissait en réalité d'anomalies de certaines données. D'après certains physiciens, certaines particules, des neutrons, seraient autorisées à passer d'un univers parallèle au nôtre, jouant ainsi les passe-murailles. La théorie des univers miroirs implique l'existence d'un monde parallèle qui serait quasi identique au nôtre en termes de force et de particules, bien qu'aucun des deux ne puisse entrer en contact. Il s'avère cependant que certaines particules, plus précisément des neutrons, pourraient passer d'un univers à un autre sous forme d'oscillation. L'idée d'un autre monde inspire les auteurs qui nous transmettent leur vision à travers de nombreux livres, films, bandes dessinées et séries de science-fiction. Néanmoins, la réalité de ce à quoi ressemblerait le monde au-delà de l'horizon cosmologique demeure toujours un mystère.